Évidemment, Isabelle, dans le domaine de l'épicerie, qui est un domaine où il y a toutes sortes de choses qui se passent, notamment une grosse augmentation des prix, il y a des gens qui essaient de tricher de plus en plus. C'est quand même surprenant. Mais ce qui irrite, c'est qu'on essaie de faire attention, puis on nous dit de bien manger, puis on nous dit d'acheter québécois. Mais après, même quand on fait attention, qu'on regarde les étiquettes, on ne sait pas ce qu'on achète vraiment. À chaque mois ou presque, on nous sort des cas de fraude. On pense au thon qui a été dopé à la vitamine C en février 2026. Il y avait du sel, de la vitamine C. Le sirop d'érable aussi, ça avait fait tout un tollé qui était exactement, qui était falsifié, 50% coupé avec du sucre d'érable. Même chose pour toute cette liste d'aliments qui est sorti récemment, l'huile d'olive falsifiée à 33%, une bouteille sur 3 qui est frauduleuse, le miel qui est coupé, le fromage qui est rempli de cellulose. Bref, même si on fait attention, même si on regarde l'étiquette, dans le fond, on ne sait pas vraiment ce qu'on achète. Est-ce que les entités qui nous représentent sont encore compétentes? Moi, c'est ce que je me demande. On pense à Santé Canada, on pense aux agences également qui vérifient, qui inspectent les aliments pour voir s'ils sont conformes. Moi, je me pose la question si on peut faire confiance à ces instituts. Tu parles de ce qu'on mange, c'est-à-dire l'aliment lui-même, mais après ça, il y a tout l'emballage, là, on en a déjà parlé, produits du Québec, préparés au Québec, emballés au Québec. Là, on met vite la petite fleur de lys, là, puis waouh, Québec. Finalement, tu réalises que tout a été fait ailleurs, puis à la fin, on a genre mis le cellophane sur le dessus, puis c'est comme emballé au Québec. Mais ça, on nous avait certifié que quand on mettait le tag, c'était vraiment fait au Québec. Ben oui, mais comme je te dis, produit du, préparé au, puis emballé au, c'est pas la même chose. Puis il y en a un qui est vraiment fait ici, poussé dans la terre ici. Non, je suis très calme. Et il y en a un autre qui est vraiment juste la toute fin de la chaîne, là, mis dans un sachet. Puis finalement, il n'y a rien de québécois sauf le plastique. Puis même le plastique, il vient peut-être pas de chez nous. Bref. Mais c'est difficile, effectivement. Est-ce que toi, tu perds confiance? Ben, oui, un peu. Évidemment, je pense que, tu sais, la liste là, des métiers dans lesquels on fait confiance, je serais bien intrigué de voir le classement des épiciers là, dans les prochaines années parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de perdre de plus en plus de plumes. Mais est-ce que c'est vraiment les épiciers ou plutôt ceux qui analysent? T'sais, parce que quand t'es épicier, tu le sais peut-être pas toi-même que t'achètes l'huile d'olive falsifiée. T'sais, après ça, c'est pas nécessairement l'épicier qui fait l'analyse, c'est l'agence qui vérifie. J'ai de la misère à m'imaginer que, genre, Provigo, Métro, IGA, ils n'ont pas une vague notion que le sirop qu'ils achètent, c'est pas de la frime. Là. Je sais pas. J'ose espérer que dans leurs équipes d'achat... parce que ultimement, ce que ça veut dire, c'est que si nous, on se fait berner, eux se font berner. Puis nous, on peut revendiquer ça puis crier dans le ciel. Mais quand t'es Métro puis que t'achètes des milliards de dollars de bouffe, si tu te fais berner, tu vas te virer de bord, tu vas envoyer des poursuites, tu vas mettre, je veux dire, à un moment donné... c'est intéressant. Ce serait intéressant de poser la question parce qu'effectivement, est où la chaîne? Où est-ce que ça bloque, puis où est-ce qu'on doit être découragé, puis justement, qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme consommateur à ça? J'ai le sentiment que les épiciers sont complices, moi, de ce mensonge-là. Est-ce que ça change ta façon d'acheter, de consommer? Ben, il y a une chose que je fais, puis j'en suis pas peu fier, là, c'est que moi, l'été, dans mon village à Deschambault, là, à Portneuf, il y a un marché des petits producteurs le samedi matin, puis religieusement, on achète le plus qu'on peut à cet endroit-là, puis ça va de la volaille en sachet à des tartes, évidemment des produits frais, là, comme des fruits et légumes. Puis ça, tu sais, à moins que vraiment... Mais non, mais là, ça, c'est des producteurs de chez nous. Je sais carrément où ça a poussé, là, tu sais. Puis c'est la même chose au marché Godefroy, des Cancours, au marché Longueuil, tu sais, quand on va vraiment chez les producteurs, bien sûr, c'est pas la même chose. C'est pas comme des magasins grande surface. Mais de plus en plus, j'ai le sentiment que des petits villages sont dans des démarches comme celle que j'ai à Deschambault. Je vois ça, en tout cas, dans mon coin, là, autour de Québec, Portneuf, Saint-Casimir. Marché aux puces Jean Talon à Québec. Puis même ici à Montréal, le marché Atwater, marché Jean Talon, j'ai quand même le sentiment que c'est des vrais producteurs qui viennent de leur vrai champ. Mais ça, c'est des marchés, là, bien sûr. Oui, mais tu sais, c'est pas à 28 000 km. Non, mais c'est un détour. Non, ce que j'essaie de t'exprimer, dans le fond, c'est juste que c'est pas des épiceries à grande surface. Non. Mais je pense que tu me posais la question de la confiance. Moi, c'est clair, puis à tort ou à raison, que j'ai plus confiance quand je vais à ces endroits-là, mettons un petit marché permanent ou un marché temporaire, que quand je vais dans une grande enseigne où tu as du papier de toilette, des tampons, puis des tomates. Là, fait qu'ultimement, je sais pas à qui la faute, mais c'est intéressant. On va en parler avec quelqu'un qui peut peut-être nous apporter un certain éclairage. Vous le connaissez, le professeur de la nourriture, mesdames et messieurs, de Food Professor, Sylvain Charlebois est directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. Bonjour Sylvain. Salut. Bon, la chaîne, elle débarque où? Est-ce que c'est l'épicier qui est complice ou c'est les agences d'inspection qui font pas leur travail? Ben, d'abord, il faut comprendre que la fraude alimentaire existe depuis
fort longtemps. Hein. Les premiers cas, en fait, remontent au temps romain. c'est pas jeune, là. Tu sais, ça fait des millénaires que la fraude alimentaire est un problème. Puis ce qu'on change, ce qu'on modifie, c'est souvent ce qui est liquide ou ce qui est en poudre, des épices, par exemple. Donc, pour ce qui est du liquide, on pense vinaigre, huile d'olive, sirop d'érable, le vin même. Dans les temps romains, justement, on changeait le vin, on mettait du jus, puis on n'a pas les appareillages pour tester, vérifier. Dans le cas des fraudes, ça se passe surtout dans le domaine manufacturier, mais pour venir à votre discussion, parce que j'écoutais avec grand intérêt votre échange entre vous deux, puis dans le fond, à qui revient la responsabilité de vérifier tout ça pour s'assurer que les consommateurs achètent, ils savent ce qu'ils achètent, là, finalement, que l'étiquetage est exact. Et puis de plus en plus, on va responsabiliser le détaillant. C'est au détaillant de vérifier, dans le fond, en amont de la chaîne, si le marchand achète bien ce qu'il achète. Là. Est-ce que c'est bien étiqueté pour protéger le consommateur? Parce qu'il faut comprendre que l'Agence canadienne ne peut pas tout inspecter. C'est impossible. Ça coûterait ben trop cher. Mais pour les épiciers, l'enjeu, c'est leur image, c'est la marque, etc. Alors, ils ont fait de plus en plus attention. Mais le cas du sirop d'érable qui s'est passé cet hiver, moi, j'ai trouvé ça tellement bizarre que pratiquement personne a blâmé les épiciers. On a pointé du doigt le producteur acéricole qui était en faute, sans jamais blâmer les épiciers, mais il y a des épiciers qui n'ont pas posé question en amont de la chaîne pour s'assurer que, justement, le sirop d'érable était authentique. Mais de plus en plus, on va dire ce que Francis dit, on va vouloir responsabiliser la compagnie qui nous vend les produits frauduleux parce que c'est vraiment leur faute, c'est leur responsabilité de vérifier que tout ce qu'ils vendent est bien étiqueté. Mais pourquoi ils ne s'équipent pas d'une bonne équipe d'inspection? Parce que c'est à leur avantage. Pourquoi ils font pas le travail? Il y en a qui ont... Si vous regardez, par exemple, des entreprises comme Walmart, OK? Walmart, je vous dire tout de suite, là, dès qu'il reçoit un lot, il teste, il vérifie. Mais pas tous les lots. C'est sûr qu'il y a des fournisseurs auxquels ils peuvent faire confiance, mais il y a d'autres fournisseurs. Ça, admettons, je sais pas, moi, ils décident de changer de fournisseur pour du jus d'orange, OK? Ou de l'huile d'olive. Ben, les premiers mois, ils vont probablement vérifier, ils vont tester. Et puis ensuite, par après, il y a un rapport de confiance et on va tester à toutes les années. On va faire des audits sur place chez le fournisseur pour vérifier quelles sont les pratiques, etc. Au niveau de la logistique, Walmart vraiment est la référence. Mais c'est pas tous les commerçants qui font ça. Mais je peux vous assurer, là, malheureusement, que tout le monde s'est fait avoir par la fraude. Tout le monde qui nous écoute, tous les consommateurs se sont fait avoir, incluant moi-même. À un moment donné, on a acheté quelque chose et c'était mal étiqueté. Mais je regarde, par exemple, le poisson. Là, 37 des poissons mal étiquetés. Mais ça, c'est majeur. Là. Ça peut avoir des impacts aussi sur la santé, non? Il y a un organisme qui s'appelle Oceana. Il y a 5 ans, en fait, Oceana a fait la même chose, avait testé des poissons. Et puis, le taux fautif était au-dessus de 70 %. Hey. Moi, j'ai l'impression, sérieusement, malgré la mauvaise nouvelle d'aujourd'hui de l'agence, là, je pense que les choses s'améliorent parce que les gens le savent. Il y a 10 ans, quand j'étais à une conférence, puis je parlais de fraude alimentaire, il fallait que j'explique c'était quoi la fraude alimentaire. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils savent, là. Mais il ne faut pas oublier une chose. L'inflation alimentaire met beaucoup de pression sur l'industrie, met beaucoup de pression sur le consommateur. Tu sais, des fois, là, quand on va à un bar de sushi à volonté à 15 $, il y a du monde qui ne va pas savoir la réponse. Là. Ils vont manger leur sushi à 15 $. Ils vont savoir que c'est frauduleux, mais c'est pas grave. Mais il y a des gens qui vont vouloir le savoir. Le respect envers le consommateur qui manque parfois. Vas-y, Isa. Il y a quelqu'un sur la messagerie qui dit, pour avoir travaillé dans une fruiterie, souvent les fruits et légumes ne viennent pas du Québec et ce n'est pas affiché. C'est pas vrai que tous ces fruits et légumes québécois sont disponibles tout l'été. Ça vous étonne? Oui, il y a trois types de fraude. Hein? Il y a la contrefaçon, il y a la modification et puis aussi, il
il y a le mauvais étiquetage. On va changer l'origine du produit. Donc, ça, c'est très difficile. Le plus gros cas de fraude au Canada, dans l'histoire du Canada, c'est une firme ontarienne qui s'appelle Moochy Farms. Pendant 3 ans, on a vendu des tomates mexicaines comme tomates canadiennes. Ils ont reçu une amende de 1,5 million de dollars, je pense, cette année, 5 ans. Et on perd. On est en train de te perdre, Sylvain. Je sais pas si on peut se rapprocher d'une fenêtre, mais ça sonne de moins en moins bien. Est-ce que tu m'entends? C'est mieux. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est mieux. OK. Je suis désolé, je suis sur la route. Dans le fond, Moochy Farms est... D'après moi, il est dans le coin de Saint-Léonard d'Aston, ça coupe tout le temps dans ce secteur-là. Ou sur le pont Champlain. On a Monique qui est avec nous au téléphone. Monique, bonjour. Bonjour. Ben moi, ce que je veux souligner, c'est qu'on se fait souvent avoir avec la viande halal, parce que la viande halal, dans les restaurants, on le sait pas, mais c'est de la viande halal. Beaucoup de restaurants, je dirais pas la plupart, mais beaucoup de restaurants, à l'épicerie, c'est probablement pareil. Tu vas chez Costco, tu achètes une bouteille de sirop d'érable, c'est écrit halal dessus. Oui. Comment ça se fait que c'est du sirop d'érable qui est halal? Ouais. Fait qu'on se fait avoir beaucoup avec les produits halal, parce que nous, on chiale pas, on veut pas faire de chicane, mais ceux qui insistent pour avoir des produits halal, eux autres, ils y tiennent puis ils font des pressions. Ouais. Alors, je voulais juste vous faire remarquer ça. Est-ce que vous, ça vous fait questionner sur aller au restaurant, justement, parce que vous dites, on le sait pas comme consommateur, on nous avertit pas, puis là, nous, ici, au Québec, c'est pas nécessairement ça qu'on a besoin. Est-ce que vous, ça vous empêche d'aller au resto? Ben moi, je suis chanceuse, je mange pas beaucoup de viande, mais il y a des restaurants que je sais que c'est pas affiché halal puis que j'irai pas. Ça vous dérange? J'irai pas là. Oui, ça me dérange, oui. Absolument que ça me dérange parce que j'ai le droit de savoir ce que je mange. Mm-hmm. Merci d'avoir appelé. appelé. J'aime les animaux, puis je trouve que cette façon de tuer les animaux, je trouve que c'est horrible. Les animaux sont intelligents, ils ont des sentiments, la même chose, ils ont des sensations. On peut lire le livre de Dos Santos, là, je me souviens plus, Protocole. Il y a Animal dans le titre, en tout cas, puis on voit comment les animaux sont tués dans les abattoirs. C'est épouvantable. J'ai coupé encore plus la viande parce que j'ai été traumatisée en lisant le livre. C'était le bien, mais c'était le mal aussi. Ça nous explique comment est-ce que les animaux sont intelligents. Alors, notre nourriture, ce qu'on se met dans la bouche, le monde, on dirait qu'on a besoin d'avoir de la nourriture saine pour avoir un corps sain. Là, on se met dans la bouche, on ne sait pas trop ce qu'on se met, puis je trouve ça très dommageable. Merci beaucoup d'avoir appelé. C'est pour ça qu'avec Sylvain Charlebois, qui est de retour, qui a trouvé une ligne de réseau qui fonctionne, fait qu'on va continuer quelques minutes le temps que ça dure sur les différentes fraudes alimentaires. On entend Toung, d'après moi, il vient de raccrocher, hein? Florence? Ceci dit, je vais quand même dire le sirop d'érable halal, c'est un peu drôle. C'est du marketing, au fait. Là, ça veut rien dire. Mais ça, c'est un peu comme quand on dit, par exemple, vegan sur une pomme ou on dit sans gluten. Non, mais tu ris, mais il y a beaucoup de ça qu'on ajoute sur les barres tendres. Peu importe, là, mais on dit, mettons, c'est sans gluten. Mais c'est sûr qu'une pomme, c'est sans gluten. Tu sais, il y a de l'exagération marketing. De l'eau Evian, c'est sans gluten aussi. Ça. Et halal. Et sans sucre. Juste pour préciser, halal, là, c'est une manière de tuer les animaux avec une lame, là, tu sais, puis la saignée et tout. Il n'y a aucun produit comme du sirop d'érable qui est halal ou pas halal. Ça n'a aucun mot de bon. Francis, attends un petit peu. Le sirop d'érable, il faut que je te ramène. C'est ça le problème. Faut que tout le temps, je ramène Francis. Oui. Non, c'est parce que quand on produit le sirop d'érable, on le fait bouillir. Et à un moment donné, on atteint un taux d'ébullition. Donc, ça monte. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens? Ils mettaient une couenne de porc. Ah oui, OK. Pour que ça descende. Donc, c'est touché par du porc. C'est la seule façon que ton sirop d'érable ne soit pas halal. J'accepte la nuance, mais bref, je vais m'en tenir à ma bouteille d'eau Evian halal, si ça te dérange pas. Allons-y. Flo, est-ce que Sylvain est revenu? Non, on a perdu Flo à jamais. Dans les autres fraudes rapidement là, qui sont citées, on a le fromage qui est rempli de cellulose. Cellulose, on dit que c'est un dérivé de la pulpe de bois qui est autorisé dans certains paquets de fromage râpé pour éviter qu'ils collent ensemble. Et ça a été retrouvé dans certains fromages à pâte ferme. Pour le miel coupé avec du sirop de canne, on a parlé du sirop d'érable, ça a été la même chose. Donc, il y a plusieurs produits finalement où c'est l'agence qui a fini par trouver que le consommateur se faisait berner. Puis il y a beaucoup de plaintes aussi sur
sur le fabriqué au Canada et ce n'est pas fabriqué au Canada. Il y a le faux crabe canadien qui a reçu 1 million, un peu plus d'1 million d'amendes pour ce fameux faux crabe canadien. Parlant de ça, parenthèse, c'est pas de la fraude, là, mais parfois dans les restaurants, on nous fait croire que c'est du crabe puis c'est du goberge. Et ça me tape sur le chou parce que tu pourrais écrire goberge. C'est pas la même chose, c'est pas le même prix. Quand tu veux du crabe, c'est pas du goberge. Tu sais, juste d'écrire la bonne affaire sur le menu, imitation de crabe, je l'achète un peu, mais goberge et crabe, c'est pas la même chose. C'est quand même... Nouvelle affaire, moi, à l'épicerie, souvent que je remarque, c'est à saveur de... Oui. Donc, à saveur de crabe. Faut faire attention. Ça veut dire que c'est du goberge. Oui, c'est ça. On se fait vraiment... Ou du jus de fruits qui ne contient pas de fruits. Bref, c'est un univers assez particulier, celui de l'alimentation. Puis je pense qu'à part de là, les augmentations fulgurantes des prix qui rendent tout ça peu abordable, comme tu le disais très bien, Isabelle, en début de segment, au moins de savoir ce qu'on achète puis d'avoir une information. Tu sais, je sais pas, j'ai l'impression... La base d'un marché là, libre, là, c'est quand même d'avoir l'information sur ce que tu achètes. Fait que, je trouve que de dissimuler des composantes, des informations, de mentir sur ce que contient un flacon, puis je comprends pas, puis tu sais, ce serait intéressant de l'explorer peut-être dans les prochains jours, mais qu'il n'y ait pas des amendes salées pour les gens qui... Il y a eu ce million-là pour le faux crabe, mais c'est juste que ça prend un temps. Que ça soit 1 milliard, tu comprends, que ça soit très dissuasif, parce que combien ils en ont vendu de tomates importées du Mexique? C'est long. C'est long avant qu'on repère le poteau rose. C'est ça qui est décourageant, c'est que plusieurs se font... Puis Sylvain Charlebois nous l'a dit, tout le monde s'est fait avoir au moins une fois. Puis ça, c'est des fois. Assurément, on ne sait pas ce qu'on achète. Et souvent, j'ai l'impression qu'ils font tellement d'argent que ça fait partie même du calcul que, tu sais, le cartel du pain, honnêtement, là, compare combien de fric ils ont fait sur notre dos versus combien ils ont fini par payer. Demain, ils le referaient probablement. Ça revient à tous les dossiers qu'on traite dans cette émission et dans les autres. Il n'y a pas de conséquences à rien, donc ça continue. Pour rajouter donc des conséquences, je pense qu'en matière d'alimentation, il y a peut-être un petit peu de millage à faire. Il y a quelqu'un qui dit les compagnies qui reçoivent des amendes déclarent faillite puis repartent sous un autre nom. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent faire ça de temps en temps. Je serais très intrigué de savoir sous quel autre nom un Provigo ou un IGA ou un Métro va repartir. Mais tu sais, justement, c'est encore ça, on casse du sucre sur le dos du petit, mais le grand, il s'en dédouane, il se lave les mains. On casse du sucre sur le dos des grands puis tantôt mais aussi. Ils survivent puis ils font plein de fric pareil. Un peu comme parce qu'il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Mettons des conséquences, mesdames et messieurs. Merci.